passer à un suivant, je sens que je vais avoir plus de voix moi demain, je vous le dis direct. Il y a de la chance. Des événements extraordinaires, la naissance et la mort d'une étoile, par Théo D. Dans la société actuelle, la naissance ainsi que le décès d'une personne sont source de grandes émotions. Chaque espèce a une conception différente de ces événements. En revanche, vous êtes-vous déjà intéressé à ces sujets, mais en ce qui concerne les étoiles? Ces phénomènes sont rarement observés et difficilement observables. Néanmoins, avec de la persévérance et un bon matériel, on arrive à avoir des résultats magnifiques. Essayons de comprendre ces sublimes événements. Avant de comprendre comment naît une étoile, nous allons tout d'abord faire un bref résumé sur ce qu'est une étoile. Une étoile n'est ni plus ni moins qu'une énorme boule de gaz très chaude qui fait de la lumière. Notre soleil, par exemple, est l'étoile la plus proche de nous. Mais alors, comment cette énorme boule de gaz peut-elle bien être créée? Une étoile n'apparaît pas n'importe où ni n'importe quand. Il faut imaginer un immense nuage de gaz appelé nébuleuse où se trouve essentiellement de l'hydrogène ainsi que de l'hélium. C'est ce qu'on retrouve sur l'image ci-dessous. Celle-ci s'appelle la nébuleuse de la Lagune. Elle fait environ 110 années-lumière, autrement dit un joli petit nuage. Au fur et à mesure du temps, les différents atomes, hydrogène et hélium, s'attirent les uns les autres à cause de la gravitation. Et plus les atomes s'attirent, plus ils forment un grand amas d'atomes, et donc plus ils ont une force de gravitation importante. Lorsque cet amas grandit, les atomes deviennent de plus en plus serrés et la pression augmente. Ainsi, plus la pression augmente, plus la chaleur augmente. Mais la lumière dans tout ça? Bien oui, une étoile ne fait pas que chauffer, elle rayonne. Ceci est produit par les atomes d'hydrogène. En effet, lorsque ceux-ci s'attirent, ils finissent par former 4 par 4 un atome d'hélium. Mais un atome d'hélium est bien moins dense que 4 atomes d'hydrogène. Vous l'aurez compris, l'énergie entre eux ne disparaît pas, mais produit un rayonnement. Cette réaction se passe tant que l'étoile a du carburant. Et du carburant dans l'espace, il y en a. Mais lorsque celui-ci vient à manquer, les ennuis commencent. On retrouve plusieurs types d'étoiles qui réagissent différemment à ce manque de carburant. On les différencie en fonction de leur taille. Commençons par les étoiles ordinaires. Pour vous donner un ordre d'idée, on parle ici d'étoiles de la taille du Soleil environ. Lorsque celle-ci ne possède plus assez d'hydrogène, l'hélium à son tour commence à se consumer. Et lorsque celui-ci se consume, l'étoile grossit pour devenir une géante rouge. Sous cette forme, l'étoile peut avoir jusqu'à 50 fois sa taille initiale. Mais lorsque l'hélium est à son tour épuisé, l'étoile se divise en deux parties. Le noyau est propulsé vers l'extérieur pour former une naine blanche, beaucoup plus petite et bien moins lumineuse. Elle est souvent de la taille de la Terre, avec une masse comparable à celle du Soleil. Le manteau, quant à lui, se dissout dans l'espace pour devenir une nébuleuse. Tiens, ce nom me dit quelque chose là, pas vous? Eh bien oui, c'est un énorme nuage de gaz qui contient beaucoup d'atomes d'hydrogène, propice à l'apparition d'une étoile. Essayons de regarder maintenant du côté des étoiles massives. On parle ici d'étoiles déjà 2 à 5 fois plus grandes que le Soleil. Celles-ci fonctionnent de la même façon lorsqu'elles n'ont plus d'hydrogène, elles deviennent des supergéantes. Une fois l'hélium consumé, la supergéante explose brutalement pour expulser le noyau afin qu'il forme une étoile à neutrons. C'est un corps bien plus dense qu'une naine blanche tout en étant bien plus petit. Quand une naine blanche possède un diamètre d'environ 10 000 km, une étoile à neutrons en possède un d'une dizaine de kilomètres. Tout ceci forme une supernova, un événement tellement lumineux qu'il peut illuminer plus d'une galaxie tout entière. L'image ci-dessus est le résultat de l'explosion de Cassiopée en 1681, visible à des centaines d'années-lumière. Quant à sa taille, elle est estimée à 46 années-lumière et elle ne cesse de s'étendre au fur et à mesure. Les plus grandes des supergéantes peuvent former un trou noir. Ainsi, aucune lumière n'est émise lors de l'explosion, pourtant bien plus brutale. On peut dire que les événements cités sont juste extraordinaires et inimaginables. Mais ceux-ci sont bien réels et sont parfois observables avec un peu de chance. Pour bien se rendre compte de la rareté des supernovas, dites-vous bien que la dernière supernova qui a explosé dans notre galaxie est la SN 1604, apparue en 1604. Les trous noirs, eux, sont encore plus rares, et heureusement. En effet, ceux-ci sont tellement denses que cela peut engendrer beaucoup de choses dangereuses au sein d'une galaxie, tellement ils sont puissants.
Et nous n'avons pas encore percé tous leurs secrets. Que dire d'autre? Oui, les étoiles c'est stylé, et c'est absolument flippant. C'est absolument flippant. C'est vrai que c'est un peu les deux en vrai, quand on y pense. En fait, c'est l'espace tout entier qui est à la fois énorme, incroyable et déprimant à la fois. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est de se dire, il y a tellement de trucs dangereux dans l'espace, mais le truc c'est que c'est tellement grand qu'en fait on les croit juste pas. L'espace est dangereux. Tout est dangereux dans l'espace, mais tu les vois jamais. C'est techniquement le soleil, il est ultra dangereux, hein, mais il va rien nous faire avant que. C'est quand déjà que le soleil doit mourir? Je crois que c'est des... Combien de. Ouais, c'est encore dans des... Hein. Ouais, ouais, non, je pense qu'on sera mort bien avant. Peut-être que l'espèce humaine sera bien morte bien avant. C'est même peut-être plus, hein. Ça se compte peut-être même plus sur les. Entre temps, je pense soit on aura trouvé une solution, soit on sera tous décimés. Oui, ou sinon on aura tellement muté que l'espèce humaine telle qu'on la connaît n'existera plus. Hein. Bah ouais, c'est ce que je... Bah, oui, un petit peu. C'est une autre possibilité. Non mais après c'est vrai que... Je veux dire, en 30 milliards d'années, il y a peu de chances que l'homo sapiens existe toujours. C'est vrai. Déjà que les gens qui sont limite à se dire qu'en 2050 c'est la fin du monde, alors bon. C'est ça. Mais voyons là-dessus, la fin du monde c'est en 2012. Ah oui, pardon, excuse-moi. Voilà. C'est fou de se dire à quel point il y a des trucs qui sont denses dans l'espace. Genre, ouais, la densité d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons, c'est juste incroyable. C'est juste monstrueux. Moi, ce que je trouve ça beau quand même, c'est, tu vois, ce qui émet de la lumière dans l'espace, du coup, bah, c'est majoritairement les étoiles. Mais... Effectivement. Et cependant, eh bien, quand une étoile meurt, les trous noirs, c'est des étoiles mortes. Et elles absorbent la lumière. Tu comprends? Est-ce que tu comprends le... C'est des étoiles... Enfin oui, techniquement, mais... Bah, ouais. Non, après c'est vrai que je m'étais jamais réellement posé sur... Enfin, je sens avoir peut-être entendu un petit peu parler, mais je trouve que c'est assez bien expliqué le fait que, ben, qu'est-ce qui se passe, pourquoi... Qu'est-ce qui fait qu'une étoile vit et bah, les conditions de sa mort. Ouais. Bon, là, on rentre un peu dans la côté physique-chimie. Ensuite, on rentre sur la naissance de l'univers aussi. Voilà. Parce que finalement, voilà, les étoiles, c'est un peu la base de tout ça, finalement. Mais cependant, ouais, c'est vrai que l'atome d'hydrogène d'hélium, bon... Bah tant qu'il y a de l'hydrogène dans le soleil, hein, tout va bien. Hein. C'est ça. Et une fois qu'il n'y en a plus, vaut mieux qu'on ait un plan B. Non, cependant, bon, moi je trouve que... Après, en plus, ça parle vraiment de plusieurs points sur le fait que quand une étoile meurt, elle a plusieurs façons de mourir, on va dire. Non, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, je dois bien Ouais, un truc qui est incroyable, c'est la taille de la nébuleuse de la lagune, le truc. Si tu te déplaçais hypothétiquement à la vitesse de la lumière, de ta naissance jusqu'à ta mort, t'aurais même pas le temps de la traverser. Oui, c'est là qu'on voit à quel point l'univers est immensément grand, mais je vais pas dire c'en est ridicule parce que c'est pas vrai, mais et nous. Ah, si, au bout d'un moment, c'en est absurde. C'est vrai que ça va en devenir absurde, mais c'est là où tu vois, où tu Et c'est ça, et finalement, ça donne presque un caractère risible, pitoyable à la condition humaine. Voilà, risible, pitoyable, voire même déprimant. L'espace, c'est très grand, c'est beau, tu vois, tu t'émerveilles quand tu le regardes, mais en même temps, c'est solitaire, c'est... Et d'un autre côté, bah finalement, dans toute cette immensité, dont même si on n'en connaît qu'une infime partie, hein, oui. Dans toute cette immensité, de tout ce qu'on connaît, bah, on est vachement unique finalement. Ah oui. Et ça, par contre, ça c'est plutôt un message d'espoir sur ça, voilà, c'est de l'espoir et tout. Mais c'est vrai que bon, l'univers est infini et c'est ça qui nous fait que nous, je pense que bon, non, c'est même pas je pense, on est qu'une poussière dans le monde. Ça dépend du point de vue. En fait, à la fois on est très petit, on est très grand aussi. C'est vrai que tout dépend d'un point de vue. Je crois que j'avais vu un truc qui disait que l'univers il fait 1 x 10 puissance ta, et il fait, par contre l'unité, bon ça peut être des millimètres, ça peut être des kilomètres, ça peut être... Dans le sens pour dire quel point on sait pas c'est quoi la taille de l'univers en tout. Même si, il me semble qu'il y a une taille hypothétique qui a été émise pour... Non, attends, c'est la taille hypothétique de l'univers ou la taille de l'univers connu, j'ai oublié. Bref. Et du coup, si tu prends cette taille-là, et que tu prends... la plus petite taille connue qui est du coup l'unité de Planck, et bah pile au milieu, devine qui c'est qu'il y a. C'est les humains. C'est nous. Wouhou.
Comme par hasard. Ah non, mais on est au centre du monde. Ah mais oui, très clairement. L'humain est égoïste. Le soleil tourne autour de la Terre, c'est des mensonges, la Terre plate. C'est l'article que- Non, non, on va pas commencer à dire que la Terre est plate, on est mal barré sinon. Oh là là, mon dieu.